Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police-justice. Émission consacrée évidemment à cette attaque meurtrière au couteau hier à Villeurbanne. Qui est cet individu qui s'en est pris à des passants dans la rue, faisant un mort, 8 blessés? Le procureur de la République de Lyon tiendra une conférence de presse à 15h. Mais Loïc Besson, on va vous retrouver. Vous êtes devant ce commissariat où cet individu est en garde à vue. Que sait-on à ce stade de cet homme? À ce stade, on sait qu'il ne coopère pas du tout avec les enquêteurs puisqu'il reste silencieux depuis le début de sa garde à vue hier soir. Alors quand même, au moment où il était emmené au poste, il a commencé à décliner son identité. On sait que c'est un Afghan de 33 ans, demandeur d'asile, mais depuis plus rien, plus un mot. Il est décrit par une source policière comme vide d'émotion, très fatigué. Cet homme qui n'est pas connu des services de renseignement, qui ne fait partie d'aucun fichier de police. Les enquêtes devront déterminer ses motivations. Il n'y a pas eu de revendications politiques ou terroristes. On sait qu'il vivait dans un foyer de Vaux-en-Velin, non loin donc de Laurent Bonnevet, le lieu où a eu lieu le lieu de l'attaque hier en fin d'après-midi. Certaines personnes l'ont reconnu, nous ont dit avoir l'habitude de le voir traîner dans le secteur et le décrivent comme quelqu'un de marginal. Il était même perturbé, dans un état second. Ça, c'est ce que nous dit un témoin qui était en première ligne hier lors de l'attaque. Il fait allusion à des problèmes de drogue. On sait que ce suspect est connu à Villeurbanne pour des problèmes d'addiction aux stupéfiants. Alors, il y a eu des analyses toxicologiques. Nous n'avons pas encore les résultats. Voilà pourquoi il faut rester prudent. On rappelle qu'une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat et que donc ce suspect peut rester 48 heures en garde à vue. Loïc Besson avec Dominique Le Picard à Lyon pour Affaires suivantes. Alors évidemment, on va essayer de faire un point très précis avec Dominique et nos invités sur l'enquête. Ce que l'on sait, nos invités, Alain Rodier, ancien officier supérieur au sein des services de renseignement français, Raphaël Maillochon, journaliste police-justice BFM TV, et Pascal Neveu, directeur de l'Institut français de la psychanalyse active. Merci d'être avec nous. D'abord, Raphaël, peut-être un mot sur cette garde à vue. Combien de temps peut-elle durer? Comment elle se déroule? Elle se déroule, effectivement, Loïc Besson le disait à l'instant, elle se déroule avec un suspect, un Afghan, cet Afghan de 33 ans, qui a été placé en garde à vue hier soir. Et dès les premières minutes de sa garde à vue, eh bien, il a décliné verbalement son identité. Il a donné effectivement un nom, un prénom. Et depuis, eh bien, cette personne, cet individu, s'est muré dans le silence. Il ne dit plus rien. Certaines sources policières me disaient donc que le profil de cet Afghan, c'est tout simplement une page blanche, car il n'est fiché nulle part. C'est une garde à vue, là, pas pour une affaire de terrorisme, donc elle peut être reconduite. Là, il en est parti pour 24 heures. Elle peut durer 48 heures en effet, parce que je le rappelle, le parquet de Lyon a ouvert donc une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat. Alain Rodier, comment on fait pour identifier une personne qui a certes donné une identité, des identités, mais dont on est sûr de rien? C'est extrêmement difficile. Bon, on fait une interrogation de tous les fichiers, c'est ce qu'on appelle un criblage. Donc on essaye de le retrouver. Il est tout de même arrivé en France à un moment ou à un autre, donc il a dû décliner son identité. Bon, les Afghans, je rappelle tout de même, nous en recevons un certain nombre. Je rappelle qu'il y a le cas également des interprètes afghans de l'armée française, qui posent problème à l'heure actuelle, qu'on essaye de faire rentrer en France parce qu'ils risquent leur vie s'ils restent sur le terrain quand les talibans reprendront le pouvoir, parce que a priori c'est ce qui se passera. Mais donc voilà, c'est l'interrogation des fichiers, on va finir par retrouver et on va interroger bien sûr les homologues afghans, puisque c'est ça la coopération interservices. Ça veut dire que ça peut prendre du temps. Ah mais ça va prendre du temps, ça c'est certain. Est-ce que ça se passe bien, l'échange d'informations entre les polices françaises et les polices afghanes? Parce que l'Afghanistan est quand même un pays qui rencontre de gros problèmes. Oui. C'est vrai que c'est un petit peu spécial, mais enfin, disons qu'on connaît tout de même très bien les services afghans depuis des années, puisque je rappelle que nous avons mené la guerre au sein de la coalition. Donc des liens se sont créés à l'époque, et donc les échanges ont effectivement démarré. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une réticence des Afghans. S'ils ont l'information, ils vont la passer. Alors on va aller retourner du côté de Lyon, retrouver Frédéric Veglione. Bonjour, merci d'être l'invité d'Affaires suivantes. Vous êtes secrétaire départemental d'Alliance Police du Rhône. Quelle remontée avez-vous ces dernières heures, depuis hier, sur cette garde à vue? Oui, bonjour. Les remontées, comme elles ont été dites, c'est compliqué. C'est une personne qui s'est clouée
dans le silence. On n'a qu'une identité verbale. Alors bien sûr, vous pouvez bien comprendre que l'enquête va être longue, que les collègues depuis hier sont dessus. Il va falloir regarder sur tous les fichiers. Il va falloir avoir une coopération avec d'autres pays pour avoir l'identité exacte. On n'a qu'une identité verbale et c'est très compliqué. Il est totalement dans le silence. L'enquête risque d'être très longue. Comment percer ce mur du silence? Quelles sont les techniques pour faire parler à un tel individu? À la technique, déjà, il y a la fatigue qui va s'instaurer. Il va commencer à être très fatigué. Il a de l'addiction. On a appris qu'il avait de l'addiction au stup, ce qui peut aussi aider nos collègues enquêteurs. À un moment donné, il peut avoir un manque et on peut aussi se servir de ça vis-à-vis des médecins qui peuvent donner des médicaments. Et à un moment donné, il y aura sûrement un échange de cachets contre des informations qui seront très importantes pour l'enquête. Est-ce que seulement la PJ de Lyon est là? Est-ce qu'ils ont avec eux des enquêteurs de la lutte antiterroriste qui viennent juste écouter comme auditeurs de la garde à vue? Pour le moment, c'est la PJ, mais comme vous savez bien, tout le monde est concerné. Bien sûr, ils sont là, ils sont informés minute par minute de l'événement, parce que le dossier peut très vite tourner. Bon, pour le moment, on ne part pas sur du terrorisme, on va rester sur... c'est la police judiciaire qui va traiter jusqu'au bout, mais bien sûr, tout le monde est au courant. Tous les services de police sont bien sûr à l'affût sur cette enquête. Frédéric Weglione, vous êtes là où s'est déroulée cette attaque hier. Il y a encore un dispositif qui a été mis en place. Comment allez-vous gérer les prochaines heures ? Bon, alors pour le moment, c'est un petit peu allégé. C'est sûr que demain, c'est une grosse journée. C'est la rentrée scolaire. Et comme je l'ai dit depuis hier, la gare routière Laurent-Montvey est un endroit où il y a énormément de passages. Ça décerne la ligne A, qui est la plus grande ligne de métro lyonnaise. Ça décerne beaucoup de bus qui partent de l'Est lyonnais. Bien sûr, les gens, je comprends, les gens sont inquiets, les gens sont dans la psychose. Il y aura bien sûr des effectifs de police qui vont être déployés, qui seront là pour rassurer les gens. Ça, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Frédéric Weglione d'avoir été avec nous et merci à Frédéric Leclerimoff et Antoine Forestier pour ce duplex. Pour aller plus loin dans le profil de cet individu, je voudrais qu'on écoute le témoignage de 2 habitantes de ce quartier. Elles se sont livrées à BFM TV. Écoutez ce qu'elles disent. On l'avait déjà vu auparavant, donc c'était un homme qu'on voyait souvent dans le bus. Donc on a vu la photo, on s'est dit ah d'accord c'est lui. Donc déjà de base, l'homme qui inspire pas du tout confiance, un peu sale sur lui, un peu... Marginal ? Ouais, je dirais ça, marginal, ouais. Un marginal qu'on voyait déjà dans le quartier Dominique. Est-ce que ça veut dire qu'on est sur déjà un profil qui est en train de s'affiner? C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est venu spécifiquement d'ailleurs pour mener une opération, c'est quelqu'un qui errait là. On a entendu plusieurs paroles depuis ce matin. Un marginal, quelqu'un a parlé de démence, un policier, un syndicaliste ce matin a parlé de personnages confus. Un autre a parlé, ce témoin qu'on a entendu sur BFM TV, a parlé de cris. Des cris que poussait cet homme lorsque ils se sont approchés de lui. Donc effectivement, on est visiblement dans quelque chose, mais le professeur en parlera beaucoup mieux que moi, dans un profil de quelqu'un qui traînait dans ce quartier, qui était connu, un peu en errance. On parle aussi de prise de drogue. Donc une personnalité complexe à gérer pour la police judiciaire qui va l'interroger et intéressante, pour les psychiatres qui vont avoir à l'évaluer. Effectivement, Dominique le soulignait à juste titre, l'information de la matinée, c'est visiblement un homme qui consommait de la drogue. Est-ce que de la drogue peut conduire à de la démence qui peut conduire à l'acte qu'on a connu hier? Ah oui, on sait parfaitement que les addictions à l'alcool, à différentes drogues, et surtout les nouvelles drogues et la façon dont elles sont composées, également amènent à des décompensation psychique extrêmement importante. Il choisit quand même un endroit qui est une gare routière pluri-identitaire et lui-même définit plusieurs identités. Donc peut-être qu'il ne sait même pas qui il est et que son métabolisme psychique est totalement décérébré et que on ne saura pas, en tout cas pour le moment, qui il est. Donc il va falloir une phase de stabilisation psychique, de sevrage également, pour pouvoir obtenir des informations. Mais en tout cas, il était connu. On a l'impression d'avoir quelqu'un qui est plutôt psychotique qu'autre chose. Personne n'envisage d'ailleurs la piste terroriste jusqu'à présent. Donc... Est-ce que dans ce cas-là, on peut être dans une irresponsabilité pénale?
Ça, ce sont les experts psychiatres qui vont le définir. Et les magistrats qui définiront, enfin en tout cas qui jugeront si oui ou non il est irresponsable ou pas. Je ne pense pas qu'il soit irresponsable de son acte, de toute façon. Un mot du mode opératoire qui finalement nous ramène à cette, j'allais dire, banalité, mais et là ce sont des objets du quotidien qu'il a utilisé. Un couteau, un pic à barbecue. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce n'était pas forcément très prémédité, qu'il a emporté avec lui ce qu'il avait sous la main? Peut-être, ou alors totalement l'inverse. Il avait peut-être repéré ce lieu. C'était un arrêt de bus, une ligne, la ligne 57 qui desservait Lyon et la ville de Vaux-en-Velin, juste à côté de Lyon. Peut-être que cet acte était prémédité. En tout cas, les enquêteurs se tournent visiblement là-dessus, puisque l'enquête est ouverte pour assassinat, tentative d'assassinat. Et au sens du code pénal, eh bien l'assassinat, ça définit forcément une notion de préméditation. Est-ce qu'il avait déjà repéré les lieux avant? Est-ce qu'il s'est servi de ce couteau, effectivement, de ce pic? On ne sait pas vraiment si c'est un pic de cuisine, un ustensile de cuisine dont il s'est servi pour commettre ses méfaits. En tout cas, il y a sûrement cette notion de préméditation qui sera à déterminer par la suite. Alain Rodier. Oui, je voudrais rajouter une chose, c'est tout de même malheureusement quelque chose d'assez banal. Il y a eu des statistiques qui ont été faites en Allemagne sur un an, jusqu'à l'année 2018. Il y avait eu 578 attaques à l'arme blanche. 578. Et à peu près, durant la même période en Grande-Bretagne, il y avait 285 tués à l'arme blanche. Et chaque fois, on ne parle pas d'actes terroristes, effectivement. Ça relève essentiellement du droit commun. Puisqu'on est sur la branche terroriste, même je tiendrai à donner une information tout de même aux auditeurs, c'est que pour le moment, Al-Qaïda et Daesh ont autre chose à faire qu'à envoyer des groupes terroristes mener des actions en Europe ou aux États-Unis. Et d'ailleurs, ils se sont rendus compte, je parle surtout d'Al-Qaïda, qu'il valait mieux rester extrêmement discret, sinon les Américains réagissaient en force. Je rappelle qu'hier, les Américains ont fait un bombardement assez important dans la poche d'Idlib. Donc ils n'ont pas intérêt vraiment à exporter le terrorisme. Cela dit, nous ne sommes pas à l'abri des initiatives individuelles de personnes qui présentent à peu près les mêmes caractéristiques que cet individu. Et on rappelle bien que le parquet antiterroriste n'est pas saisi sur cette affaire à ce stade pour le moment. Un point peut-être pour prolonger, puisqu'il y a cette polémique politique qui commence à arriver. On ne va pas rentrer ici dans le cœur de cette discussion, mais un sans-papier qui arrive sur le territoire, qui fait une demande d'asile. C'est ce qu'il a déclaré aux policiers, j'ai demandé l'asile. Est-ce qu'il est suivi? Est-ce qu'il y a un service de renseignement qui le suit? Il y a une enquête qui est faite, mais c'est là où on devrait retrouver son identité. C'est ça qui, pour le moment, est un petit peu curieux. S'il a demandé un asile politique, il a dû fournir son identité. Son dossier est quelque part. J'ai l'impression que pour le moment, on est en train de chercher le dossier. Mais bon, vu le nombre croissant de demandeurs d'asile politique, que ça ne m'étonne pas qu'il y ait un petit cafouillage au démarrage. Mais c'est pour ça que je suis assez confiant. On va retrouver qui est cet individu et d'où il vient. Enfin, d'où il vient exactement, quel est son parcours. Je crois que l'OFPRA devrait avoir un dossier sur lui, l'Office français. Évidemment. Dominique, sur la piste terroriste, pour clore ce volet, on le rappelle donc, le parquet antiterroriste n'est pas saisi. Est-ce que ça peut toujours évoluer? Bien sûr, ça peut évoluer. Et des sources qu'on a eues ici à BFM TV, des sources policières, nous disent que pour l'instant, on semble s'en éloigner, a priori, puisqu'on est dans des comportements plutôt, on l'a dit, d'un déséquilibré sous produits toxiques, mais qu'on attend la fin des analyses qui seront faites du matériel qui a été retrouvé. Donc, on a trouvé des choses, peut-être d'un téléphone portable, de matériel informatique, et là on pourrait peut-être retrouver des connexions avec, ou alors des recherches sur Internet qui permettront d'en savoir plus sur les motivations de cet homme. Mais bien sûr, la piste, elle n'est pas du tout écartée. Et si on parle aujourd'hui d'un homme qui est a priori indéséquilibré, ça ne veut pas dire que dans les 24 heures, on ne va pas évoluer vers autre chose. Merci à vous tous d'être venus nous éclairer. D'abord sur l'enquête, voilà tout ce que l'on sait à ce stade. On en saura plus à 15h, puisque le procureur de la République de Lyon va tenir une conférence de presse en direct sur BFM TV. Vous aurez toutes les informations en temps réel. Et puis dans un instant, on va s'intéresser aux victimes de cette attaque. Il y a eu des actes héroïques, des passants qui sont intervenus pour maîtriser cet individu, empêcher qu'il ne poignarde d'autres personnes. Pourquoi ont-elles agi? Comment ont-elles agi? Comment se sentent-elles après? Et puis il y a aussi les victimes. On va évoquer tout cela dans un instant dans Affaires suivantes. À tout de suite.
Le saviez-vous, cette année, avec la braderie de Lille, en plus des 34 heures de promenade et de Chine possibles, vous pourrez découvrir 2 nouveaux univers. La grande braderie de la BD, au Palais des Beaux-Arts, et la braderie des enfants, à la gare Saint-Sauveur. Avec près de 100 km d'étalage et plus de 8000 exposants, la braderie de Lille est le plus grand marché aux puces d'Europe. Chaque année s'y pressent 2,5 millions de visiteurs de toutes nationalités qui arpentent les rues de Lille à la recherche des bonnes affaires. Braderie de Lille, un partenariat BFM TV. Allez beaucoup plus loin au volant du nouveau Mitsubishi Outlander hybride rechargeable. Avec 4 roues motrices et 3 moteurs dont 2 électriques, il allie incroyablement les performances d'un vrai SUV aux avantages d'un véhicule électrique. Nouveau Mitsubishi Outlander hybride rechargeable. Électrique et tellement plus. À partir de 399 € par mois, entretien inclus. Hello à toi, à elle, à lui, qui veut tout vivre, tout voir et tout faire. Ibis, we are open. Le chauffage au gaz, évidemment, c'est Butagaz. Et pour être toujours plus proche de vous, notre service client est en France. Oh, j'étais sûr que t'allais dire ça. Rendez-vous au 34 55 ou sur butagaz.fr. Oh. Schmitt, expert de l'habitat. Parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. On a dit à Martin... Tu veux devenir mécanicien ? Qu'est-ce que tu vas devenir si tu deviens mécanicien ? On a dit à Martin... Non mais attends, c'est chelou d'être mécano, quoi. Je sais pas, avec les lunettes que t'as, tu pourrais être médecin, genre. Nous, à la Caisse d'épargne, on a dit à Martin qu'il n'y a pas d'études supérieures et d'études inférieures. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Découvrez la semaine Genius sur booking.com. Recevez une réduction immédiate. En un seul clic. Offre valable jusqu'au 10 septembre. J'ai une révélation sur ma mère. J'ai tout compris. Parlez-moi plutôt de votre voiture. Quel rapport avec ma mère? Aucun, mais il est temps d'aborder le sujet du mois très privé Renault. C'est pas le moment, là. Si, à ce stade, c'est le bon moment, parce qu'après, il sera trop tard. Bon, j'y vais, alors. Foncez. En septembre, pendant le mois très privé Renault, nous reprenons votre véhicule jusqu'à 7 000 € en plus de sa valeur. Allez-y, mais ne le dites à personne. « 73% des Français pensent que le prix de l'électricité verte ne peut qu'augmenter. » Avec l'offre verte Elec Énergie Garantie, profitez pendant 2 ans d'un prix fixe du kilowattheure d'électricité. J'agis avec Engie. Embarquez pour de nouvelles sensations avec la Nissan Leaf 100% électrique et sa conduite à une seule pédale. Découvrez les technologies Nissan Intelligent Mobility et libérez-vous du carburant. En septembre, ayez le déclic électrique. Nissan Leaf 100% électrique est à seulement 249 € par mois, batterie incluse. C'était très simple, je n'ai eu à m'occuper de rien. Ils m'ont donné un très bon prix pour ma voiture. C'est rapide et le paiement est sécurisé. Vendez votre voiture. L'estimation en ligne facile et gratuite. Prenez rendez-vous dans l'une de nos agences. Vendez rapidement et en toute sécurité. Visitez le site vendezvotrevoiture.fr. Ça n'a jamais été aussi facile pour nous de vendre une voiture. Pendant les German Days jusqu'au 25 septembre, Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 4 300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Eh oui, vous avez bien entendu. Trottinette, vélo, boule de bowling, tout ce qui roule jusqu'à 4 300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Portes ouvertes du 13 au 15 septembre. Opel, né en Allemagne, conçu pour nous, tous. Il y a plus de 20 ans, nous faisions le choix de l'hybride. Nous étions les seuls. Pendant 20 ans, nous l'avons développé, perfectionné et rendu accessible à tous. Alors, maintenant que c'est dans l'air du temps, vers qui vous tournez pour acheter une hybride? Rien ne vaut l'original. Roulez en hybride Toyota. Pendant les Original Days Toyota, découvrez la gamme hybride la plus large du marché à partir de 199 € par mois, entretien inclus.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. La suite d'Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice sur BFM TV. Émission consacrée évidemment aujourd'hui à l'attaque au couteau survenue hier à Villeurbanne. Toujours beaucoup de questions après cette agression. Le bilan est lourd, je vous le rappelle, un jeune homme de 19 ans a été tué. 8 autres personnes ont été blessées. 3 sont toujours en urgence absolue. Un bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd sans l'intervention des passants qui ont agi, qui ont maîtrisé l'individu. Alors, comment décide-t-on d'intervenir? Comment décide-t-on de stopper un agresseur avec un couteau? C'est ce qu'on va voir avec nos invités, comprendre ces actes qu'on peut qualifier d'héroïques. On prendra aussi des nouvelles des victimes. Et puis, on fera encore un point, évidemment, sur les toutes dernières informations, sur l'enquête. Mais on va d'abord vous dévoiler un témoignage extrêmement fort, celui d'un jeune homme. Il a été le premier à secourir le garçon de 19 ans qui a été mortellement blessé. Écoutez-le. J'étais alors en bonne veille lorsque j'ai vu un individu armé d'un couteau s'en prendre à une personne. Il lui a asséné un premier coup de couteau, un deuxième, tout le monde est parti en courant. Quand il est parti en courant, je suis arrivé et l'individu est parti à courir derrière quelqu'un d'autre. Donc la personne qui était au sol, je l'ai pris j'ai tenu sa tête. Il me dit je veux partir. Je lui mettais des coups comme ça pour qu'il se réveille. Il a demandé son identité. Je sais qu'il est 19 ans, qu'il est originaire du 73. C'est les seules phrases qu'il m'a dit. Il m'a pas dit son nom parce qu'il était déjà parti le moment là. Donc on a essayé de faire le massage cardiaque. Les pompiers sont arrivés, le SMUR est arrivé, ils l'ont pris en charge. Donc moi je suis parti voir l'autre victime directement derrière. Donc, quand j'ai vu l'autre victime, la victime était déjà prise en charge. Donc moi mon objectif c'était de chercher l'assassin. Témoignage extrêmement fort. On va essayer de le décrypter. On va continuer à écouter d'ailleurs le témoignage en longueur de ce jeune homme. Frédéric Lapostole, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes professeur de médecine d'urgence au SAMU 93. Guillaume Farr, notre consultant sécurité, nous a rejoint également. Et Pascal Neveu, directeur de l'Institut français de la psychanalyse active, est toujours avec nous. Frédéric Lapostole, d'abord, le récit de ce jeune homme qui nous raconte ce garçon de 19 ans qui part très très vite. Un coup de couteau visiblement au niveau du visage, de la gorge. Malheureusement, c'est quasi fatal. Malheureusement, il y a quelques impacts qui peuvent difficilement être maîtrisables, effectivement, avec une hémorragie très rapide, très brutale. Alors quand c'est un membre, on sait qu'il faut faire un point de compression et contrôler l'hémorragie. Si c'est une plaie du cœur, c'est bien plus difficile. Il faudrait être dans des conditions extrêmement particulières et exceptionnellement favorables pour arriver à s'en sortir dans certaines circonstances. Il faut savoir que les quelques litres de sang que contient notre corps peuvent se vider très très rapidement si la lésion atteint un gros vaisseau. Ça peut être le cas par exemple. On comprend bien qu'un coup de couteau dans le cœur peut très rapidement être fatal et pas accessible malheureusement au traitement. Oui, c'est ça qui est terrifiant, c'est que c'est une arme aussi basique qu'un couteau dans une cuisine qui fait autant de dégâts, un mort et 8 personnes blessées, 3 en urgence absolue. Ben oui, vous avez dit, c'est une arme blanche, c'est une arme. Pascal Neveu, ce témoignage, il était très émouvant. On sent évidemment l'émotion encore de ce jeune homme qui finalement a eu dans les bras, a tout fait pour essayer de sauver un garçon de 19 ans. Ça va être difficile de reconstruire après, de repartir. C'est compliqué pour lui parce qu'il va être considéré comme un héros, mais vous savez, quand vous êtes face à la pulsion de mort, quand vous êtes face à des comportements extrêmes, vous avez besoin de survivre et également de vouloir absolument sauver autrui, parce que il y a un mécanisme d'identification qui se met en place. Il a décidé de témoigner à visage découvert, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Donc bon, alors peut-être sur un plan narcissique, c'est satisfaisant, mais il va être reconnu partout, par tout le monde maintenant. Donc sa vie va être un tout petit peu plus compliquée maintenant, parce que on va le remercier, on va le saluer et on va lui dire mais combien maintenant la France et les Français commencent à s'adapter à la menace terroriste et à ce genre de comportement criminel. Est-ce que ce courage, tout le monde est capable de l'avoir, de le trouver, d'aller le chercher au fond de soi? Non, on n'a pas tous cette capacité à la fois de résilience et de survie, de rapport à la vie et à la mort. Bon nombre seraient partis en fuyant, mais la société s'adapte également face aux comportements terroristes, face aux comportements criminels de certains. Vous voyez, en Israël, on ne se comporterait pas de la même façon qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en Suède, qu'aux États-Unis. Et je rejoins ce que vous disiez également. Une arme blanche, ça reste une arme. Avec un couteau, on peut commettre des dégâts, mais irréparables.
Il raconte donc comment il est venu en aide tout de suite à ce garçon de 19 ans et il nous a raconté ensuite comment il est parti à la poursuite de cet assaillant avec d'autres. On va écouter la suite de ce témoignage. On l'a trouvé, j'ai appelé mes amis qui se trouvent dans ce quartier juste là, des autres passants hommes que j'ai arrêtés, qui font un peu peur, qui sont Golgoth. On a mis un périmètre, on a fait un grand carré, comme ça il ne peut pas partir, aucun délit de fuite. Et on a commencé à parler avec lui en lui disant pose tes couteaux, pose tes couteaux. À un moment il a écouté, il a posé ses couteaux, il s'est mis ici, on lui a dit de se mettre à genoux, face contre terre comme ça, exactement, de se mettre à genoux, regarder le mur. Et il y a quelqu'un qui en a profité pour mettre un coup de pied. Donc de là, il s'est énervé, il a mis la main dans son caleçon, il nous a sorti un pic de viande. Et j'étais exactement même pas 20 cm de lui, 20 mètres de lui, pardon, excusez-moi. Et il a essayé de me mettre un coup, donc je suis parti en courant dans cette direction. Je suis allé à l'assaut et j'ai trouvé des policiers en train de courir en direction Laurent Montevet. Donc ils allaient mettre trop de temps. Donc je les ai montés sur mon scooter et on est parti directement ici. Et c'était eux les premiers à être arrivés qui ont fait l'interpellation. Je les ai mis sur le scooter et ils l'ont interpellé directement. J'ai eu peur, mais je pense que tout honnête citoyen doit avoir ce réflexe-là. C'est grâce à tout le monde qui s'est mobilisé et tous ceux qui étaient là. Je sais que je suis âgé de 17 ans, tout le monde m'a dit que j'ai vu ma vie en danger. Ça, j'en suis conscient, mais je préfère sauver 10 personnes et moi me mettre en danger que me laisser tout seul et que 10 personnes risquent de mourir. T'as pas laissé des gens mourir comme ça, eux, ils ont rien fait, ils ont rien demandé. Je me mets à ma place que ça peut être ma mère qui s'est pris un coup de couteau hier, ça peut être mon frère qui vient de mourir. Voilà, je me mets à sa place, j'aimerais bien que quelqu'un soit là pour arrêter le suspect. C'est une belle leçon de vie qu'on vient d'entendre. Il y a beaucoup de choses à décrypter de ce témoignage et de ce visage de héros et de cette parole de héros. Guillaume Fard, des gens qui interviennent dans des situations comme ça extrêmement violentes, c'est vrai qu'on en a vu plusieurs se succéder. Je pense là au Thalys, à cette attaque dans le Thalys, mais il y en a eu d'autres. Oui, effectivement, parce qu'en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 1996, attentat de Port-Royal, jusqu'en 2012, les attentats perpétrés par Mohamed Merah, il n'y a plus d'attentats terroristes meurtriers en France. Et à partir de 2012, la menace terroriste ressurgit et elle devient encore plus précise à partir de 2015 et à partir des attentats de Charlie Hebdo notamment, puis ceux du 13 novembre, il y a une séquence d'attentats qui frappent régulièrement avec constance notre pays et qui fait que les citoyens redécouvrent finalement la menace terroriste et redécouvrant la menace terroriste, la nécessité de s'y adapter et de développer une culture réflexe, de la résilience et de la capacité à agir et à intervenir, voire même parfois à être le primo-intervenant. Parce que même si, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve a revu le schéma d'implantation des forces d'intervention, a recréé des antennes du GIGN et du RAID en région, fait que maintenant il y a un écart maximal de 20 minutes entre le déclenchement d'une alerte pour un de ces services d'intervention et leur arrivée sur site. 20 minutes, ça peut être long et il faut intervenir aussi en tant que citoyen. Ça a été le cas à Strasbourg, décembre 2018, attentat dans le centre-ville de Strasbourg. Des personnes, rue Sainte-Hélène, se sont jetées sur Chérif Cheikhat. Alors, elles n'ont pas réussi à l'empêcher de fuir et sa cavale a duré quelques jours. Mais néanmoins, il y a ce réflexe-là, on l'a revu au moment de l'affaire du Thalys, mais même attentat de Nice, 14 juillet 2016, le conducteur du camion sur la promenade des Anglais, c'est un individu qui se jette sur lui porte plusieurs coups accrochés à la portière du camion. Ces réflexes-là, effectivement, on les voit davantage à partir de 2015. Guillaume Fard, le docteur Neveu parlait tout à l'heure d'Israël. Est-ce qu'on a des choses à apprendre en France avec la montée des attentats de plus en plus, vous l'avez dit, d'un pays comme Israël? Effectivement, Israël vit sous la menace terroriste en permanence et vivant sous cette menace terroriste, la population a aussi su s'adapter à des réflexes particuliers qui sont aussi dispensés dans les écoles aux plus jeunes. Il y a cette culture-là de faire face à la menace terroriste. C'est particulier à Israël. Et d'ailleurs, à partir de 2015, on a vu d'ailleurs le nombre de sollicitations des experts israéliens depuis la France qui a augmenté. On leur a demandé des conseils aussi sur les conduites à tenir. Alors après, Israël est un État en situation de guerre, donc c'est pas tout à fait non plus la même situation. Comparaison n'est pas toujours raison. On peut pas toujours récupérer l'intégralité des procédés en Israël, mais effectivement, il y a dans la société française, c'est cette formation aux bons réflexes, aux gestes qui sauvent également, qui est en augmentation depuis 2015. Alors on rappelle évidemment que c'est une conséquence de ces attentats terroristes notamment qu'on a connus, même si là on n'est pas dans une affaire de terrorisme à ce stade. Dominique, en même temps, on dit toujours, les forces de l'ordre disent souvent, n'intervenez pas s'il se passe quelque chose. Oui. Et en même temps là, ils sauvent des vies. C'est assez paradoxal. C'est vrai que quand une personne est recherchée, par exemple, on a en bas de l'avis de recherche toujours cette phrase type, si vous constatez, si vous croisez cette personne, appelez tel numéro
et surtout, ne mettez pas votre vie en danger, ne tentez pas d'intervenir. Donc tout ça est paradoxal. Là, on est dans quelque chose de différent. On n'est pas à la recherche de quelqu'un. On est dans une situation qui se passe de façon spontanée. Et on revient à ce que disait un peu tout à l'heure, c'est qui va intervenir, qui va y aller. Est-ce que vous, est-ce que moi, est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas ce gosse, pardon pour le mot gosse, mais je le dis avec beaucoup de tendresse et d'affection et de respect, de 17 ans, il est quand même extraordinaire dans sa façon de le dire, de le raconter, la fin, quand il dit voilà, 10 personnes à sauver, et si ma mère faisait partie des... C'est exactement ce que vous disiez, ce que disait Guillaume, c'est-à-dire qu'on est tellement confronté, Pascal Neveu, on a l'impression à l'horreur depuis des années maintenant en France, qu'on se dit ça peut être moi, ça peut être un proche. Ça me rappelle le Bataclan, où c'était des amis, où c'était des familles. C'est une situation finalement réflexe. Et donc on agit spontanément dans un acte un peu dissocié de sa personnalité, dans un acte effectivement de survie. C'est peut-être ça la définition du héros, c'est celui qui va sauver la vie de quelqu'un au péril de sa propre vie, comme les pompiers également sont capables de le faire. Mais on s'adapte à cela. Mais il y a aussi finalement toutes ces séries télévisées, ces actualités meurtrières aux États-Unis, etc., qui font que nous-mêmes, notre psychisme s'adapte à ce genre de comportement. On le voit dans le témoignage parce que quand il en parle, il dit on lui a demandé de mettre les mains sur la tête. C'est effectivement un réflexe de série américaine. On a en France aussi, mais... On est là-dedans. On est dans cette nouvelle culture, effectivement, dans cette société qui a su s'adapter à ces comportements plus barbares finalement par certains et auxquels il faut faire face et puis ce qu'on a pu apprendre finalement, il y a un apprentissage médiatique, il y a un apprentissage cinématographique également de la façon dont on peut maîtriser quelqu'un et sauver quelqu'un et se sauver soi-même. Dominique posait la bonne question, est-ce qu'on aurait nous-mêmes, est-ce qu'on serait intervenu ou pas? On ne peut pas juger les gens en fonction de leur comportement. On ne peut pas savoir. C'est ce que je parlais de... Voilà, je le compare à une situation réflexe parce qu'il y a mécanisme d'identification. Et effectivement, comme Dominique le disait, ça aurait pu être notre mère, ça aurait pu être notre femme, ça aurait pu être notre amie, etc. Dans ces cas-là, on réagit spontanément. Mais il y a d'autres vidéos, on le voit, alors qui sont peut-être un petit peu plus gag, dans des situations de danger où on fuit et puis on ne sauve pas l'autre. Donc, tout dépend de la personnalité que l'on a, de la façon dont on a reçu une culture également de la vie et puis également de la façon dont on a appris. Parce que, alors on ne connaît pas son passé, peut-être qu'il a suivi des stages également de secours, peut-être qu'il est pompier volontaire, peut-être qu'on ne sait pas réellement qui il est. Il vaut mieux qu'il le cache pour le moment, mais en tout cas, il y a eu les meilleurs réflexes possibles. Et c'est évidemment grâce à l'action de ces passants qu'un bilan plus lourd a été évité. Il y a 8 personnes qui ont été blessées, 3 en urgence absolue. On va faire un point justement avec Édouard Bonamour, Christophe, qui se trouve devant l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, où sont hospitalisées certaines de ces personnes. Difficile pour le moment d'en savoir plus sur l'état précis des victimes car ni le personnel soignant ni les familles des victimes qui sont encore sous le choc ne souhaitent communiquer. Ce que l'on sait, c'est que suite à l'attaque d'hier soir, 3 personnes étaient en état d'urgence absolue et 5 autres personnes étaient blessées plus légèrement selon le parquet. Ces victimes, elles avaient entre 19 et 76 ans. Elles avaient des blessures diverses, certaines au ventre, d'autres au visage, des blessures parfois impressionnantes. Elles ont donc été très rapidement prises en charge par les pompiers et le SAMU qui les ont transférés dans 2 établissements lyonnais, 2 hôpitaux lyonnais, l'hôpital Lyon-Sud et l'hôpital Édouard Herriot où nous nous trouvons actuellement. Ces victimes, celles qui étaient blessées légèrement, elles ont été transférées au service des urgences à l'entrée de l'hôpital Édouard Herriot et certaines d'entre elles ont pu regagner leur domicile dans la nuit. D'autres, les blessés plus graves, ont été gardés cette nuit évidemment et un blessé, nous le savons, est encore derrière nous dans le pavillon H dans un service de réanimation chirurgicale et on le sait bien sûr, cette attaque d'hier soir a fait une victime, un mort, un jeune homme de 19 ans. Frédéric Lapostole, on a besoin de vos éclaircissements, 3 urgences absolues. Ça veut dire quoi très précisément? Si vous permettez, je voudrais revenir sur le point précédent qui était celui de l'éducation
de la population, parce qu'effectivement, les attentats successifs ont mis cette question sur le devant de l'actualité, la formation de la population. Alors il y a un versant de la formation de la population qui est celle de se protéger, de réagir, mais n'oublions pas que depuis des années, nous sommes en France plutôt pas très bons dans la formation de la population aux gestes qui sauvent. On est plutôt moins bons que d'autres pays et sans parler de ces situations très particulières, le diagnostic et les premiers gestes sur un patient dans la rue en arrêt cardiaque, on n'est plutôt pas bon. Et on n'est pas bon parce que alors que c'est inscrit, c'est gravé dans le marbre, la formation doit commencer par les enfants dès le plus jeune âge et les secouristes de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. On ne s'est pas donné les moyens de former les enfants alors que c'est écrit dans la loi. Et si les attentats et notre changement de modalité nécessaire à partir de ce moment-là pour porter secours aussi dans ces circonstances-là est l'élément déclencheur pour que ça se fasse, tant mieux. Et aujourd'hui même, sur le parvis de Notre-Dame, de l'hôtel de ville, pardon, il y a des formations grand public, il y a un congrès de cardiologie avec beaucoup de monde en ce moment à Paris, et donc c'est l'occasion de former la population. Une question très naïve pour réagir justement, pour vous relancer sur ça. Je me dis, moi, à titre personnel, est-ce que vraiment, face à une attaque au couteau, avec des gens grièvement blessés, si je suis formé, je peux véritablement agir et faire quelque chose? Alors, à la réserve de ce qu'on a dit précédemment, c'est que dans certains cas, le coup de couteau sera immédiatement fatal, de la même façon que la plaie par arme à feu peut être immédiatement fatale. Mais si cette plaie touche un membre et une artère fémorale, c'est gros comme mon doigt, une artère fémorale, et on va se vider très très vite. Si vous savez faire un point de compression pour, en amont de l'hémorragie, bloquer cette hémorragie, vous allez résoudre le problème et attendre les secours qui vont mettre quelques minutes à arriver. Donc la réponse est clairement oui. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité à dispenser ces formations. Et si c'est l'occasion, une fois encore, parce qu'on a fort heureusement rarement affaire à cette situation, par contre régulièrement des patients dans la rue qui font des malaises, voire des arrêts cardiaques, sautons sur l'occasion pour former largement la population et commençons par nos enfants. Sur les 3 urgences absolues, les 3 personnes aujourd'hui en urgence absolue, en tout cas c'était leur situation hier soir, on attend, on l'espère, des nouvelles rassurantes dans les prochaines heures de l'hôpital ou de leur famille. En fait, ce qui caractérise le caractère absolu de l'urgence, c'est que la cinétique. C'est-à-dire que ce sont des victimes pour lesquelles les traitements doivent être dispensés dans les minutes, dans les dizaines de minutes qui suivent, sinon l'évolution est fatale. Et on retombe sur ce qu'on se disait précédemment, c'est-à-dire que s'il y a une hémorragie, qu'elle n'est pas accessible à la compression, on comprend bien que dans le tronc, par exemple, on ne peut pas comprimer ou comprimer de façon efficace, il faut rapidement recourir à la chirurgie, et cette chirurgie va régler le problème de l'hémorragie qui a pu entraîner d'autres dommages, et c'est pour ça qu'on ne peut pas préjuger de l'évolution des patients. Mais l'urgence absolue, c'est ça, c'est un patient qui va mourir si on n'a pas l'intervention radicale dans les dizaines de minutes qui suivent. On observe, docteur, qu'on est dans une période de pénurie pour le monde médical. Hein, les urgences sont en grève et qu'à chaque fois, cette fois-ci encore, tout le monde est capable de se mobiliser extrêmement vite, malgré ce manque de moyens. Alors vous avez raison. Il n'y a jamais de problème dans ces situations. Jamais. Jamais. Les lits se font rapidement, les urgences se vident immédiatement et pour nous, c'est le bonheur pendant une journée. Ça veut dire qu'on sait faire, on se prépare. Alors, on s'entraîne avec les pompiers, avec les services de police, à aller très vite comme ça. Oui, on s'entraîne. Oui, on s'entraîne. On a modifié nos façons de travailler et surtout nos façons d'interagir avec les autres, en particulier avec les forces de police et les forces d'intervention. Et on a fluidifié l'accès dans des circonstances exceptionnelles. Pour ça que je vous dis que pour nous, c'est presque plus facile de gérer une situation comme ça parce qu'on sait que tout le monde va se retrousser les manches, tout l'hôpital est prêt à libérer des lits, prendre des patients, s'arranger un petit peu, ce qu'on a du mal à obtenir au quotidien. On espère évidemment pour ces 8 personnes, Pascal Neveu, et notamment ces 3 personnes en urgence absolue, qu'elles vont avoir une vie à reconstruire et tenter de tourner la page. Comment on fait? On se rappelle des témoignages des gens qui étaient au Bataclan. On rappelle qu'évidemment là c'était une attaque terroriste. Ce n'est pas le cas à ce stade ici. Mais c'est toujours la barbarie gratuite qui survient dans votre vie, qui vous blesse, qui transforme une vie. Oui, c'est ce qu'on appelle des chocs post-traumatiques. Moi, j'en suis encore, hein, des patients qui ont survécu au Bataclan, qui avaient des corps morts sur eux, le sang, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, on a des techniques, hein, de toute façon, par rapport à cela.
techniques en hypnothérapie, en EMDR, etc., qui permettent de nettoyer le psychisme à partir du moment où on a cette forme de harcèlement psychique, où les images reviennent quand on ne le souhaite pas, quand on ne dort plus, quand la vie devient un véritable cauchemar, quand on ne réussit plus à s'insérer dans une vie normale. Vous avez dit tout de suite EMDR. Alors, je ne sais plus vraiment le détail, mais c'est Eye Movement. Comment ça marche? Parce qu'on en parle de plus en plus. Il paraît que c'est la technique extraordinaire. C'est une technique américaine qui est arrivée aux États-Unis avec Servan Schreiber, où on fait bouger les yeux, etc., de manière à ce qu'on dissocie un tout petit peu le cerveau. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, qui font revivre l'événement de manière à le nettoyer. Mais en 2-3 séances, on peut très rapidement faire en sorte que la personne... Ce n'est pas qu'elle oublie ce qui s'est passé, mais en tout cas l'affect négatif associé à cet événement-là soit soulagé. Alors évidemment, ce qui aide à la reconstruction, je pense que vous ne me contredirez pas, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, de savoir la vérité. C'est essentiel. C'est essentiel. On en saura peut-être plus, Guillaume Fard, à 15h en direct sur BFM TV. Le procureur de la République de Lyon va tenir une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il peut dire? Si on compare à ce qu'a fait François Molins quand il était procureur de la République, c'est qu'il a habitué l'opinion publique, les Français, à avoir un narratif. On lui connaissait cette diction très particulière avec ce récit des événements. Donc maintenant, il a créé un petit peu aussi une nouvelle forme de communication de l'autorité judiciaire. Donc on va attendre un narratif, revenir sur la reconstitution des faits. Que s'est-il précisément passé? C'est cela qu'on va attendre du procureur de la République. Ça veut dire, Guillaume, que déjà là, les vidéosurveillances, les caméras de vidéosurveillance ont été regardées, qu'on est capable de dire à peu près le parcours de cet individu? Mais si effectivement l'exploitation des images et puis toutes les autres informations que les enquêteurs ont réussi à recueillir permet de préciser la trajectoire et de donner des éléments pour reconstituer le narratif des faits, le procureur peut décider de livrer ces éléments. En tout cas, il va devoir en livrer suffisamment pour expliquer les raisons de l'ouverture de son enquête pour assassinat, tentative d'assassinat. Il a choisi une investigation de nature criminelle avec le motif qui est le plus large. Donc, il doit aussi peut-être expliquer la préméditation. Et enfin, si d'autres éléments auraient émergé, est-ce qu'on a déjà les résultats des analyses toxicologiques? Est-ce que des perquisitions ont eu lieu, par exemple, à son domicile, si on sait où est-ce qu'il réside? Il peut choisir de livrer aussi ces éléments-là pour commencer à éclairer finalement la réponse à la question que tout le monde se pose. Quel est le mobile? Pourquoi est-ce que hier, une personne est décédée et 8 autres ont été blessés? Guillaume, est-ce que pour le procureur de la République, qui va s'exprimer bientôt, il n'y a pas aussi un besoin de rassurer la population sur l'absence de complices, l'absence de récidive parce que demain matin... On l'a entendu, c'est la rentrée scolaire. Si, bien sûr. Et d'ailleurs, le premier élément rassurant, c'est que le trafic a été réouvert sur le lieu où ont été commis les faits. C'était un lieu qu'on appelle multimodal, c'est-à-dire qu'en matière de transport public, c'est un point de convergence. On peut y venir en véhicule, il y a une gare routière, il y a un métro. Bon, le fait que la circulation réouvre, déjà, c'est un premier élément de soulagement pour la population. Après, effectivement, reste une question qui est: est-ce que, dans le cadre des investigations, on ne va pas requalifier cette enquête en enquête pour un motif d'attentat terroriste avec la présence d'éventuels complices? Bon, ça, on le saura dans les jours et dans les semaines qui viennent. Pour le moment, ça n'est pas l'orientation qui est prise. Et à 15h, la conférence du procureur de la République de Lyon à suivre en direct sur BFM TV. Merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau d'Affaires suivantes. Avec Dominique, on vous donne rendez-vous évidemment dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. Passez un bon dimanche sur BFM TV.